Le vent soufflait doucement sur le village de Capassé, soulevant la poussière rouge qui collait aux pieds nus des enfants. Le soleil était presque couché, peignant le ciel d'un orange brûlant. C'était l'heure où les femmes rentrèrent des champs, les paniers sur la tête, et où les hommes s'asseyaient sous le grand manguier pour discuter des nouvelles du jour. Mais ce soir-là, comme tous les autres soirs, il y avait un nom que personne ne prononçait sans baisser la voix. Aina. Aina avait 16 ans. Elle vivait au bord du village, dans une petite case en terre battue avec sa grand-mère malade. Sa mère était morte en couche. Son père avait disparu avant même qu'elle ne sache marcher. Depuis toujours, elle avait appris à vivre avec le silence. Le silence des autres, le silence des regards, le silence des rumeurs. On disait qu'elle ne parlait pas beaucoup. On disait qu'elle regardait les gens trop fixement. On disait qu'elle savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Tout avait commencé un soir de saison sèche. Le fils du chef était tombé gravement malade. Aucun guérisseur n'avait réussi à comprendre ce qui lui arrivait. Il tremblait la nuit. Il criait qu'une ombre se tenait près de son lit. Le village avait peur. Et quelqu'un avait murmuré un nom. Aina, parce qu'elle marchait seule, parce qu'elle allait souvent près de la rivière au lever du soleil, parce qu'elle semblait parler aux arbres, parce qu'elle n'avait pas d'amis. Dans les villages, parfois, la différence devient une accusation. Un matin, alors qu'elle revenait avec un petit seau d'eau, 2 femmes se sont arrêtées devant elle. Elles ne l'ont pas insultée. Elles ne l'ont pas frappée. Elles l'ont simplement regardée avec cette expression que tout le monde connaît, celle qui dit que tu n'es plus des leurs. À partir de ce jour, les enfants ont commencé à fuir quand elle passait. Les femmes se taisaient à son approche. Les hommes détournèrent les yeux. Sa grand-mère, couchée sur une natte, lui avait pris la main un soir. « Ne pleure pas pour ce qu'ils ne comprennent pas. » Mais Aina ne pleurait pas. Ce qui faisait peur aux gens, ce n'était pas qu'elle soit mauvaise, c'était qu'elle soit différente. Elle avait cette capacité étrange de ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Elle savait quand la pluie tomberait. Elle savait quand une chèvre allait mettre bas. Elle savait quand quelqu'un mentait. Elle ne savait pas comment l'expliquer. Elle ne savait même pas que ce don deviendrait bientôt la chose qui sauverait le village. Parce que ce que personne ne voyait encore, c'est que la vraie ombre n'était pas celle qu'on accusait. Et une nuit, alors que tout le monde dormait, Aina ouvrit les yeux brusquement. Quelque chose venait de changer dans le vent. Et cette fois, ce n'était pas une rumeur. C'était un danger. Cette nuit-là, le silence n'était pas normal. Aina s'était redressée brusquement sur sa natte. Sa grand-mère dormait profondément à côté d'elle, sa respiration faible mais régulière. Pourtant dehors, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Même les insectes ne chantaient pas. Elle posa ses pieds nus sur la terre froide. Son cœur battait vite, mais ce n'était pas de la peur. C'était cette sensation qu'elle connaissait trop bien. Cette pression invisible dans sa poitrine, comme si le vent essayait de lui parler. Elle sortit doucement de la case. La lune éclairait faiblement les toits de chaume. Le village semblait paisible, mais Aina sentait autre chose. Une tension, une présence. Puis elle le vit. Près du grand manguier où les hommes se réunissaient chaque soir, une silhouette se tenait immobile. Trop grande pour être un enfant. Trop droite pour être un vieillard. Elle ne bougeait pas. Aina ne cria pas. Elle ne courut pas. Elle s'approcha de quelques pas, le souffle court. La silhouette disparut, comme avalée par l'ombre. À cet instant précis, un cri déchira la nuit. C'était la voix du fils du chef. Le village s'éveilla dans la panique. Les portes s'ouvrirent brusquement. Des torches furent allumées. Les femmes pleuraient. Les hommes couraient. Aina resta figée. Elle savait. Ce n'était pas elle. Mais personne ne lui demanderait son avis. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue comme un feu dans l'herbe sèche. L'état du garçon s'était aggravé. Il ne reconnaissait plus personne. Il murmurait des paroles incompréhensibles. Il répétait qu'une ombre venait chaque nuit lui voler son souffle. Le chef, épuisé, convoqua les anciens. Et encore une fois, un nom fut prononcé. Aina. Cette fois, ce n'était plus un murmure. C'était une accusation. On envoya 2 hommes la chercher. Quand ils arrivèrent devant sa case, sa grand-mère tenta de se lever pour les empêcher d'entrer, mais sa faiblesse la trahit. Aina posa calmement sa main sur l'épaule de la vieille femme. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle doucement. Les hommes l'escortèrent jusqu'à la place centrale du village. Les regards étaient lourds, les chuchotements tranchants. Le chef la fixa longuement. « On dit que tu marches la nuit. » Aina ne répondit pas. « On dit que tu parles aux esprits. » Elle leva lentement les yeux. « Je parle au vent, » répondit-elle calmement. Des murmures indignés parcoururent l'assemblée. Un ancien s'avança. « Si tu es innocente, prouve-le. » Mais comment prouver qu'on n'est pas ce que les autres ont déjà décidé qu'on est? Aina sentit la colère monter autour d'elle comme une marée. Elle aurait pu pleurer, elle aurait pu supplier, mais elle fit quelque chose d'inattendu. Elle tourna la tête vers la forêt, et son visage pâlit, parce qu'elle venait de sentir à nouveau cette présence, plus proche, plus forte. Et cette fois, elle ne se cachait plus. Quelque chose approchait du village, quelque chose que personne, sauf elle,
ne semblait capable de voir. Le regard d'Aïna resta fixé vers la lisière de la forêt. Les autres ne voyaient rien, seulement des arbres immobiles, baignés par la lumière du matin. Mais elle sentait cette vibration étrange dans l'air, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le chef suivit la direction de ses yeux. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-il sèchement. Aïna ne répondit pas tout de suite. Elle écoutait, pas avec ses oreilles, avec quelque chose de plus profond. Puis elle murmura « Ce n'est pas moi que vous devriez craindre. » Un éclat de rire nerveux s'éleva dans l'assemblée. Un des anciens frappa son bâton contre le sol. Assez de mystère. Le fils du chef meurt. Chaque nuit, il parle du nombre. Et chaque nuit, on te voit marcher seul. Aïna sentit les regards devenir plus durs. Oui, elle marchait la nuit. Parce que le silence était plus clair quand les hommes dormaient. Parce que le vent parlait plus fort quand les voix humaines se taisaient. Mais ils ne comprendraient pas. Soudain, un enfant cria. Tous se retournèrent. Au bord de la place, une chèvre venait de s'effondrer brutalement. Sans raison, sans blessure. Elle tremblait violemment. Un frisson parcourut la foule. Les murmures changèrent de ton. Ce n'était plus seulement de la méfiance. C'était de la peur. Aïna ferma les yeux. Elle sentait maintenant ce que c'était. Pas une sorcellerie, pas un esprit envoyé par elle. C'était une présence ancienne. Quelque chose qui se nourrissait de la peur. Quelque chose qui s'était accroché à la faiblesse du fils du chef. Et plus le village accusait, plus cette chose devenait forte. Elle rouvrit les yeux. « Il faut arrêter d'avoir peur », dit-elle. Cette phrase déclencha la colère. Une femme s'avança brusquement. « C'est facile pour toi de dire ça. C'est toi qu'on accuse. » Un homme ajouta que peut-être il fallait l'emmener chez le guérisseur pour qu'il la fasse avouer. Sa grand-mère, soutenue par une voisine, arriva sur la place, essoufflée. « Laissez-la » cria-t-elle d'une voix cassée. « Ma petite fille n'est pas ce que vous croyez. » Mais la foule n'écoutait plus. La peur avait déjà choisi son coupable. Le chef leva la main pour imposer le silence. « Si elle dit la vérité, » déclara-t-il, « qu'elle nous montre ce qu'elle voit. » Tous les regards se tournèrent vers Aïna. C'était le moment. Elle pouvait se taire. Elle pouvait se laisser condamner. Ou elle pouvait parler et risquer d'être prise pour folle. Elle inspira profondément, puis elle pointa lentement le doigt vers la forêt. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un esprit envoyé par quelqu'un. C'est quelque chose qui est entré ici parce que vous l'avez appelé. Un silence lourd tomba. Comment aurions-nous appelé un malheur ? Demanda le chef. Aïna répondit avec une douceur troublante. Par la peur, par les accusations, par la haine. Un vent soudain se leva. Les feuilles du grand manguier frémirent violemment. Et au loin, dans l'ombre des arbres, quelque chose bougea. Le mouvement dans la forêt n'était plus une illusion. Plusieurs hommes reculèrent instinctivement. Les torches qu'ils tenaient tremblaient dans leurs mains. Même les plus courageux sentirent leur poitrine se serrer. Quelque chose avançait entre les arbres. On ne distinguait pas clairement une forme. C'était comme une distorsion dans l'air. Une ombre plus sombre que les autres ombres. Elle ne marchait pas vraiment. Elle glissait. Un enfant se mit à pleurer. Le chef resta immobile, mais son regard avait changé. Ce n'était plus un regard d'accusation. C'était un regard d'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. Aïna sentait maintenant la présence avec une intensité presque douloureuse. C'était comme si la chose se nourrissait du tumulte intérieur du village. Chaque accusation, chaque regard haineux, chaque mot de rejet lui avait donné de la force. Elle comprenait quelque chose que les autres ignoraient encore. Ce mal n'était pas venu de l'extérieur par hasard. Il s'était accroché à leur peur. L'ombre s'arrêta à la lisière du village. Elle ne franchissait pas encore la limite invisible des premières cases, comme si elle attendait. « Elle nous ment !» cria soudain un homme, cherchant à fuir sa propre terreur. « C'est elle qui contrôle ça. » Cette phrase fit vaciller l'équilibre fragile qui commençait à naître. Aïna sentit la vague de peur remonter. L'ombre sembla grandir légèrement. Elle comprit alors. Ce n'était pas une créature ordinaire. C'était une présence qui se nourrissait de division. Elle fit un pas en avant. « Si vous continuez à m'accuser, » dit-elle calmement, « elle deviendra plus forte. » Sa voix n'était pas forte, mais elle était stable. Sa grand-mère la regardait, avec des yeux remplis à la fois de peur et de fierté. Le fils du chef, transporté hors de sa case pour respirer l'air frais, commença à trembler violemment à nouveau. Il ouvrit les yeux brusquement et fixa la forêt. « Elle est là », murmura-t-il d'une voix étranglée. Un silence sacré tomba sur la place. Cette fois, plus personne ne riait. Le chef s'avança vers Aïna. « Si tu sais quelque chose, » dit-il plus doucement, « dis-le maintenant. » Aïna ferma les yeux quelques secondes. Elle n'avait jamais appris cela auprès d'un maître. Elle n'avait jamais été formée. Ce qu'elle savait venait de l'intérieur, de ce lien étrange avec le vent, avec la terre, avec l'invisible. « Ce n'est pas une bataille de force, » dit-elle. « C'est une bataille de cœur. » Les anciens échangèrent des regards confus. « Vous devez arrêter de chercher un coupable, » continua-t-elle. « Vous devez vous unir. Pas contre moi,
mais ensemble. Un murmure d'hésitation parcourut l'assemblée. L'ombre vibra légèrement, comme irritée. Elle comprit qu'elle touchait la vérité. « Si vous continuez à nourrir la peur, » ajouta-t-elle, « elle prendra le garçon. » Un cri étouffé sortit de la bouche de la mère du chef. Le chef regarda son fils, puis il regarda le village. Le geste du chef changea quelque chose dans l'air. Ce n'était pas spectaculaire. Il n'y eut ni éclat de lumière, ni bruit venu du ciel. Mais ceux qui observaient attentivement sentirent une différence subtile. La tension qui serrait leur poitrine se relâcha légèrement. L'ombre, toujours à la lisière de la forêt, sembla hésiter. Elle ne reculait pas totalement. Elle attendait. Aïna comprit que ce n'était qu'un début. Un simple geste d'humilité ne suffirait pas à réparer des semaines de peur et de rejet. Le chef prit une profonde inspiration. « Si nous avons commis une erreur, dit-il d'une voix plus grave que d'habitude, nous devons la reconnaître. » Ces mots furent difficiles à prononcer. Dans un village, l'autorité ne s'excuse pas facilement. Mais un père prêt à sauver son fils est capable d'avaler son orgueil. Il se tourna vers Aïna. « Si nous t'avons accusé à tort, pardonne-nous. » Un silence lourd suivit. Certains habitants baissèrent les yeux. D'autres restaient figés, partagés entre la honte et l'incompréhension. Aïna sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Non pas une victoire, mais un soulagement. Elle secoua doucement la tête. « Ce n'est pas moi que vous devez convaincre, » murmura-t-elle. Elle regarda autour d'elle. « C'est vous-même. » Les anciens se consultèrent du regard. Lentement, un par un, ils firent un pas en avant. Pas vers Aïna, mais vers le centre de la place. La mère du garçon s'agenouilla près de son fils et commença à prier, pas contre quelqu'un, mais pour son enfant. Le village, pour la première fois depuis des jours, cessait de chercher un ennemi. Il cherchait une solution. Le vent se leva à nouveau, mais cette fois, il n'était pas violent. Il était frais. L'ombre sembla vibrer, comme affaiblie. Aïna s'avança lentement vers la limite du village. Son cœur battait fort. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle faisait. Elle suivait simplement cette intuition profonde. Plus elle avançait avec calme, plus l'ombre semblait perdre de sa densité. Elle comprit alors la dernière pièce du puzzle. Cette présence n'était pas venue pour détruire. Elle était née d'un déséquilibre, de la méfiance, de la division. Et maintenant que le village commençait à se rassembler, elle n'avait plus autant de force. Soudain, le fils du chef cessa de trembler. Sa respiration devint plus régulière. Un murmure parcourut la foule. L'ombre recula encore. Pas complètement, mais assez pour laisser passer un rayon de lumière entre les arbres. Aïna s'arrêta. Elle savait qu'il restait une dernière chose à faire. Pas un rituel, pas une incantation. Quelque chose de plus simple, quelque chose de plus difficile. Elle se tourna vers le village. « Dites-le » murmura-t-elle. Les habitants la regardèrent sans comprendre. « Dites que vous choisissez de ne plus avoir peur les uns des autres. » Et pendant quelques secondes, personne ne parla. L'ombre sembla attendre. Aïna leva les yeux vers le chef, vers les anciens, vers chaque villageois qui l'observait avec hésitation. Le vent continuait de souffler doucement, portant avec lui les parfums de la terre humide et de l'herbe fraîche. Elle savait qu'un seul mot, un seul geste, pouvait transformer cette nuit. Le chef prit une profonde inspiration et, d'une voix qui tremblait légèrement, dit « Nous choisissons de ne plus avoir peur. » À ces mots, quelque chose changea. La tension qui étouffait le village depuis des semaines sembla se dissiper. Les corps se détendirent. Les murmures se turent. Même les plus sceptiques baissèrent la tête, comme pour reconnaître la vérité simple et difficile à la fois. La peur engendre la peur, et seule la confiance peut briser ce cercle. Aïna avança encore d'un pas, et le vent sembla la suivre. Il caressait ses cheveux, soulevait légèrement sa robe, et autour d'elle, l'air vibrait d'une énergie étrange mais douce. La lumière de la lune éclairait son visage. Les villageois pouvaient maintenant voir ses yeux, brillants et calmes, emplis d'une détermination tranquille. Le fils du chef, qui était resté prostré au sol, leva la tête et fixa la jeune fille. Dans ses yeux, il n'y avait plus de peur, seulement de la reconnaissance, un début de compréhension. Il murmura « C'est elle qui nous a protégés. » Un souffle collectif traversa la foule. Des larmes apparurent sur certains visages, de soulagement, de honte ou peut-être de gratitude. La grand-mère d'Aïna, appuyée sur sa natte, souriait avec tendresse. Sa petite fille avait survécu à la haine et à la peur, et maintenant, elle montrait au village le chemin de la réconciliation. L'ombre, cette présence qui avait tant effrayé tout le monde, s'éloigna peu à peu. Elle se dissipait, comme si la confiance des humains affaiblissait sa force. Les arbres recommencèrent à bouger doucement, et les insectes reprirent leur chant nocturne. Le village respirait à nouveau. Aïna resta au centre de la place, immobile, consciente que ce moment était fragile. La peur pouvait revenir si les hommes oubliaient cette leçon. Mais elle savait que ce qu'elle avait fait ce soir ne pourrait pas être effacé. Elle avait montré que la vérité,
Le calme et le courage pouvaient dominer la peur collective. Le chef s'approcha d'elle et s'agenouilla légèrement, à un geste de respect que personne n'avait jamais vu de lui. Les autres villageois suivirent. Ce simple acte de reconnaissance changeait tout. Pour la première fois, Aina se sentit acceptée. Pas entièrement, peut-être pas encore, mais le pont était jeté. Et alors qu'elle regardait les silhouettes éclairées par les torches revenir vers leur maison, elle sut une chose. Son don, ce lien étrange avec le vent et les ombres, n'était pas une malédiction. Il était un moyen de protéger, d'enseigner et de guider. Et cette nuit, elle venait de découvrir sa véritable force. Le village s'éveilla le lendemain avec un calme étrange. Les oiseaux chantaient plus fort que jamais, et la poussière du sol brillait sous le soleil matinal. Les habitants sortaient timidement, comme pour vérifier que la nuit n'avait pas été un rêve. Mais Aina savait que ce n'était pas un rêve. Tout ce qui s'était passé était bien réel. Elle marchait lentement dans la place, observant les visages qui l'entouraient. Certains la regardaient encore avec méfiance, d'autres avec émerveillement, et quelques-uns avec une reconnaissance silencieuse. Les enfants n'étaient plus effrayés. Ils se rapprochaient, curieux, fascinés par cette fille que tout le monde avait appelée sorcière. La grand-mère d'Aina, assise près de la case, lui fit un signe de tête. « Tu as fait ce que peu peuvent faire », dit-elle d'une voix faible mais assurée. « Tu as transformé la peur en lumière. » Aina sourit doucement. Ce n'était pas un triomphe personnel, mais un changement pour tout le village. Le chef l'invita à s'asseoir près de lui sous le grand manguier. Il la regarda longuement, comme pour s'assurer qu'il comprenait enfin la vérité. « Nous avons été aveugles, » murmura-t-il. « Nous avons oublié que le courage peut prendre des formes que nous ne comprenons pas. » Il marqua une pause, puis ajouta « Tu n'es pas notre ennemi, tu es notre guide. » Un murmure parcourut la foule. Certains villageois s'agenouillèrent légèrement, d'autres inclinèrent la tête en signe de respect. Pour la première fois, Aina sentit qu'elle appartenait à cet endroit. Ce n'était pas la peur qui définissait les relations ici, mais la compréhension et la confiance qu'on pouvait enfin accorder. Alors qu'elle se levait pour partir, Aina sentit un léger frisson. La forêt derrière le village semblait différente, moins menaçante, presque paisible. La présence qui l'avait effrayée la nuit précédente avait disparu, mais elle savait que son rôle ne s'arrêtait pas là. Son don, son lien avec le vent et les ombres, était un pont entre le visible et l'invisible, un moyen de protéger et de guider ceux qui ne pouvaient pas voir par eux-mêmes. Le fils du chef, qui était enfin rétabli, s'approcha timidement. « Tu m'as sauvé !» dit-il, sa voix emplie de gratitude et de respect. Aina posa sa main sur son épaule. « Ce n'était pas moi, c'était votre courage à tous, » répondit-elle. « Vous avez choisi de ne plus avoir peur, et c'est cela qui a fait disparaître l'ombre. » Les habitants comprirent enfin. La sorcellerie n'était pas en elle. La magie qu'ils craignaient était en réalité une manifestation de leur peur et de leurs doutes. Ce jour-là, Aina ne fut plus appelée sorcière. Elle fut appelée par un nom que personne n'avait osé murmurer auparavant, gardienne du village. Et dans le cœur de chaque villageois, une leçon resta gravée. La peur aveugle détruit, mais la compréhension et la confiance guérissent.